chose qui est bien antérieur à l'Amstrad CPC. Comme l'indique là cet écran d'émulateur, l'Amstrad CPC 6128 il date de 1985. Salut Sophie. L'Amstrad CPC, voilà, c'est un ordinateur donc du milieu des années 80. Or, le BASIC, il a été inventé en... merci Sophie pour le follow. Il a été inventé en 1964. Donc, les ordinateurs sur lesquels ont été inventés le BASIC n'avaient strictement rien à voir avec notre micro-informatique actuelle. Et à cette époque-là, le besoin en programmeurs avait nettement augmenté, mais l'apprentissage de l'informatique était beaucoup plus complexe que sur nos ordinateurs de nos jours, ou même des ordinateurs du milieu des années 80. À cette époque-là, quand vous faisiez un programme, en fait, vous l'écriviez sur un papier. En général, on vous demandait de le taper à la machine pour que ça soit assez lisible. Et ensuite, une personne opératrice allait le saisir dans un terminal. Souvent, c'était même carrément un système de carte perforée. Et c'était le programme sous forme de carte perforée était soumis à une machine qui allait le compiler durant la nuit et ensuite l'exécuter, et vous aviez le résultat le lendemain. C'était très dur d'apprendre dans ces conditions-là, surtout que la moindre erreur dans ce programme, ce qui se passait, c'est que c'était un échec quoi qu'il arrive. Une erreur de syntaxe à la dernière ligne de votre programme, et c'était mort, vous perdiez tout, vous n'aviez strictement aucun résultat. Donc, un des premiers buts du langage basique, c'était donc de faciliter l'apprentissage. Et donc, dans cette optique-là, ce qui a été décidé, c'est que le langage basique allait être interprété dès la première instruction donnée. Donc, vous tapiez une instruction, une commande basique, vous aviez le résultat de suite. En 1964, c'était devenu qu'on dira envisageable de faire comme cela, et donc dans une optique d'apprentissage a été créé le BASIC. Donc le BASIC, en fait, hop, je fais une petite manip, hop, non, c'est ça, voilà. Le BASIC, c'est le Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Donc, en français, un langage symbolique à base d'instructions pour les débutants. Donc, cette optique de faire un langage pour les débutants, orienté pour l'apprentissage, et donc interprété instruction après instruction, ça faisait que l'apprentissage devenait d'un seul coup beaucoup plus simple. Vous faisiez un essai, vous aviez le résultat de suite. Vous aviez, grâce à cela, vraiment une approche qui pouvait se concentrer sur les concepts, et vous ne demandiez pas aux gens de comprendre un concept de manière très abstraite, d'écrire un programme comme ça, comme ils pouvaient, et de devoir attendre le résultat le lendemain. Donc, du coup, ce langage basique n'avait vraiment pas une optique de performance. Personne à l'époque considérait que ça allait être vraiment un langage utile en dehors de l'apprentissage, mais au final, c'était quelque chose qui était quand même très utile. Il faut savoir que les premiers basiques, ils avaient que 7 instructions, et ensuite quelques subtilités syntaxiques à apprendre, des petites structures à apprendre, ce qui faisait que, en gros, en 1964, apprendre le basique, ça se faisait en une demi-journée. C'était vraiment énorme. Et donc, à partir de là, le basique a vraiment eu un certain succès dans le monde universitaire, dans le monde industriel,
Et finalement, c'est là que, avec la réflexion, on s'est dit que, finalement, un langage comme ça, le BASIC, ça pouvait quand même avoir une utilité en dehors du simple apprentissage. Et donc, du coup, euh, fort déjà de cette optique-là, langage simple à apprendre, langage qui pouvait avoir quand même des applications plus ou moins professionnelles, eh ben, le BASIC est devenu le langage de choix pour la micro-informatique des années 80, et c'est donc pour ça que l'on retrouve des interpréteurs BASIC dans quasiment tous les micro-ordinateurs du milieu des années 80, ou même du début des années 80, voire même la fin des années 70. Et donc, du coup, l'Amstrad CPC n'a pas fait exception. Il avait même un très bon BASIC pour son époque, assez performant. Ça reste malgré tout un langage interprété, donc quelque chose qui n'est pas forcément orienté performance, mais comme à cette époque-là, la programmation sur un micro-ordinateur de type Amstrad CPC, c'était malgré tout avec des visées éducatives, ça la convenait parfaitement. Donc du coup, on va continuer sur l'exemple de l'Amstrad CPC. Donc, il est où Bill Gates? Alors Bill Gates, effectivement, a créé un interpréteur basique. Il a créé un interpréteur basique sur le Alter 8080. Il faut savoir qu'il en avait codé auparavant sur des ordinateurs qu'on appelait les PDP, donc c'était pas des micro-ordinateurs, c'était ce qu'on appelait des mini-ordinateurs, donc des ordinateurs plus gros que nos micro-ordinateurs. Et donc il a effectivement été assez connu par rapport au BASIC, et effectivement le Microsoft BASIC a été un BASIC assez célèbre. C'est quand même un vieux BASIC qui, bon, à l'époque de l'Amstrad, commençait quand même à accuser son âge, et en termes de performance, il était moins bon. Bon, cela dit, comme je l'ai dit, la performance n'a jamais été vraiment l'objectif du BASIC. Donc, du coup, on va commencer par quelques instructions de base et quelques méthodes de base sur le BASIC, sur un Amstrad CPC. Donc là, je suis sur un émulateur d'Amstrad CPC. Je vais donc travailler sur un Amstrad CPC 6128 émulé. C'est une question pratique parce que c'est l'ordinateur que j'ai eu étant petit, et c'est celui dont j'ai le plus l'habitude. Il y a quelques différences avec le modèle précédent, le CPC 464. Je ne les connais pas par cœur, donc bon, par avance je m'excuse si parfois je donnerai dans mes différents cours des choses qui ne sont compatibles que avec le CPC 6128. En général, si on se documente, il y a des moyens de contourner ces limitations. Il y a moyen de faire. Après, moi, mon but, c'est de faire quelque chose d'assez pédagogique. Donc, du coup, on va commencer par comprendre déjà que là, sur l'Amstrad CPC, on est dès le démarrage avec un interpréteur basique qui est disponible. Donc, on affiche directement à l'écran qu'il est prêt, il est marqué qu'il est ready, et on a un petit curseur qui réagit comme ça au clavier. Donc, je tourne sur l'émulateur qui s'appelle Caprice Forever. Après, pour ce genre d'exercice, n'importe quel émulateur peut faire l'affaire. En fait, j'ai pris Caprice 32, qui n'est pas forcément celui que j'utilise tous les jours, mais il a quelques facilités qui vont pas mal aider pour commencer. Il faut savoir qu'un clavier d'Amstrad CPC et un clavier de PC ne sont pas exactement la même chose, donc il se trouve que parfois on a envie de taper des choses comme sur un clavier de CPC, et manque de bol, le clavier étant différent, typiquement si je veux taper inférieur-supérieur, sur un Amstrad CPC, j'ai deux touches différentes. Sur un PC, c'est sur la même touche.
Donc, en fait, si l'émulateur ne le prévoit pas, ben en fait, vous allez essayer de chercher sur votre clavier de PC la position où se trouvaient auparavant les inférieurs supérieurs. Bon, en fait, du coup, l'avantage c'est que Caprice Forever permet de gérer assez facilement le passage d'une disposition à l'autre. C'est quand même assez pratique. Voilà, donc c'est pour ça que par défaut, je conseillerais quand même Caprice Forever, mais bon, sinon, même un émulateur en ligne, style CPC Box, peut très bien faire l'affaire. Voilà. Donc, du coup, euh, le basique, comme je l'ai dit, ce sont des instructions, et là, vous êtes sur un interpréteur d'instructions, un interpréteur basique, et du coup, dans cet interpréteur, vous pouvez directement taper une instruction. Donc là, si par exemple je tape print coucou le monde, hein, tu peux utiliser WinApe, une possibilité d'extraire un listing basique vers un fichier texte et inversement. Oui, tout à fait, Rainbow. En fait, je parlerai de ce genre de choses un peu plus tard dans différents cours. Parce qu'effectivement, je vais d'abord vous montrer comment on travaillait directement à l'époque sur un CPC. Et ensuite, on verra plus tard les différentes possibilités qu'on a pour utiliser un PC sous Windows pour améliorer, se donner plus de confort pour travailler sur un projet basique. En fait, c'est vraiment quelque chose que moi-même j'ai beaucoup fait pour reprendre mon propre projet de jeu. Et donc, du coup, effectivement, on peut avoir beaucoup de confort à utiliser non pas directement un émulateur de CPC pour taper ou retoucher un programme, mais utiliser un environnement Windows à l'extérieur. Mais bon, ça, on le verra plus tard. Donc là, je suis en train de faire ma première instruction, print coucou le monde, et vous voyez, on a directement le résultat, coucou le monde. Version française du mythique Hello World. Voilà. Au passage, on note que l'instruction pour afficher du texte, c'est print. Ça, c'est typique des années 1960, où à l'époque, très souvent, un ordinateur n'avait pas d'écran et son résultat apparaissait sur du papier sur une imprimante. Voilà. Donc, du coup, print coucou le monde, voilà, c'est fait. En fait, cet interpréteur, voilà, il est vraiment très pratique pour avoir directement le résultat de sa commande. Ça permet de la tester, c'est très pratique. Seulement, à la base, quand on fait un programme, c'est aussi pour pouvoir le réexécuter autant de fois qu'on veut. Donc, du coup, le but maintenant, ça va être de faire un programme qui reste en mémoire et qu'on peut rejouer à l'envie. Donc, en basique, dans le basique du moins de ces années-là, on écrivait des lignes de programme, en fait. Donc, du coup, pour faire le programme qui affiche Coucou le monde, on faisait, par convention, donner un numéro de ligne. Donc, par convention, on mettait 10 pour la première ligne. Ça permettait, le cas échéant, si on avait envie de plus tard faire évoluer le programme et de mettre quelque chose avant, on pouvait rajouter jusqu'à 9 lignes avant. C'était pratique. Et donc là, du coup, on faisait print coucou le monde. Voilà. Donc, du coup, ça c'est bien. Et maintenant, si je veux exécuter mon programme, ben, en fait, j'ai une commande qui s'appelle run. Et là, ah, surprise, ça marche. Maintenant, si je veux continuer mon programme, je tape, mettons, 20, print. Alors, un petit truc aussi, comme print est l'instruction qu'on tape très souvent, il y a un petit raccourci qui s'appelle point d'interrogation. Je tape comment ça va. Hop.
Et ça, normalement, il le comprend. Et si je fais list pour afficher le source de mon programme, vous voyez qu'il a traduit le point d'interrogation par un print. Par convention, tout ce qui est texte, quand on va l'afficher, c'est entre double cotes. Voilà, comme on peut voir ici. Je ne sais pas si... Oui, vous voyez mon... Voilà, vous voyez mon curseur. Donc ce sont ces doubles cotes qu'il faut taper pour afficher un programme, pour afficher un texte dans le programme. Et donc là maintenant si je fais run, voilà, on fait coucou, comment ça va. Un truc hyper important dans un programme, normalement c'est la documentation. Donc normalement, là j'ai commencé directement par une instruction, c'est pas bien, je me fais taper sur les doigts par mon patron. Donc je vais rajouter une ligne, la ligne 1, mon premier programme. Voilà, et là si je fais liste, alors l'apostrophe c'est pour un commentaire. Donc du coup, c'est un petit raccourci, et quand vous mettez un caractère comme ça, ou si vous mettez l'instruction rem, ça veut dire que vous êtes en commentaire. Donc du coup, tout ce qui suivra sera un commentaire et ne sera pas exécuté. Autre chose, une ligne, vous pouvez l'éditer. Par exemple, si je fais edit 20, je peux ici faire ça. Maintenant, vous pouvez aussi rajouter d'autres instructions sur une ligne. Par exemple, vous mettez 2 points, et là, vous pouvez mettre une autre instruction. Donc du coup, effectivement, on a ensuite une limite. Sur une ligne, sur un Amstrad CPC, vous pouvez mettre que 255 caractères. Bon, c'est une limite de l'époque. Voilà. Donc du coup, ici, je vais faire une nouvelle instruction que l'on ne connaît, que vous découvrirez, c'est goto 10. Et 10, c'est le numéro de ligne, ici. Je refais liste. Donc là, vous comprenez que si je fais ça, ça va tout simplement boucler. Je fais run. Et là, vous avez un superbe programme qui fait ça. Une fois que le programme s'exécute comme ça, il fait ce qu'on appelle une boucle infinie. Heureusement, en basique, vous pouvez l'arrêter sans avoir à rebooter la machine. Vous le faire 2 fois échappe, et voilà, il s'arrête. Donc du coup, là, vous voyez déjà une première amorce d'automatisation avec une instruction de type goto qui vous permet de faire boucler un programme. Donc du coup, ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais faire un petit edit pour que ça soit un peu plus lisible. Je vais effacer le goto. Et maintenant, je vais mettre 40 goto 10. Maintenant, vous voyez, j'ai fait exprès un petit espace entre la ligne 20 et la ligne 40. Et maintenant, je vais faire une autre instruction qui s'appelle input, qui vous permet de saisir une réponse, on va dire, du texte. Comment t'appelles-tu ? Virgule, réponse, $. Donc, du coup, là, cette instruction input, elle a vraiment une utilité très particulière. Elle vous sert à mettre dans ce qu'on appelle une variable quelque chose qui a été saisi. La variable, ici, elle s'appelle réponse. Et il y a un $ à la fin. Alors ça, c'est une convention, c'est la syntaxe du basique sur Amstrad. Quand vous mettez du texte dans une variable, il faut impérativement qu'il y ait un $ à la fin.
parce qu'une variable, voilà, elle peut stocker du texte, elle peut stocker des nombres. Et le problème, c'est qu'un ordinateur, il va pas forcément faire les mêmes calculs suivant que vous avez affaire à un nombre ou à une chaîne de caractères. Donc du coup, par commodité, en basique, on va dire, bah, là, ce que je vais saisir, ça sera forcément une chaîne de caractères. Donc je fais comme ça. Et là maintenant, je vais éditer ma ligne 20. Et je vais mettre ici, point virgule. Je vais mettre un petit espace pour ici mettre réponse $. Alors, maintenant, vous allez voir que je fais un truc qui n'est pas forcément super propre. Mon premier programme va afficher coucou le monde, va afficher comment ça va mon gars, et ensuite je concatène le contenu de la variable réponse. Or là, si vous avez suivi, ben, la variable réponse, pour l'instant, elle ne contient rien. Je viens de l'inventer. Et ce n'est qu'à la ligne suivante que je vais dire, bah tiens, comment t'appelles-tu? Et hop, c'est là que je vais initialiser la variable réponse avec ma saisie. Et donc, une fois que j'ai validé ma saisie, je vais revenir en arrière et je vais faire un tour de boucle. Donc là, on va faire un run. Hop. Coucou le monde, comment ça va mon gars? Comment t'appelles-tu? Eric. Ah, et ben là, on s'aperçoit que j'ai fait une faute. Alors c'est bizarre, pourquoi il m'a pas mis... Ouais. Ah ben, c'est bravo Eric, tu t'es trompé. Bizarre. Il n'y avait pas de débugger pas à pas à l'époque. Hein. Donc, du coup, list. Donc là, j'ai fait ça. Ouais. Donc c'est quand même bizarre hein, qu'il ne m'affiche pas ma variable. Je fais une erreur. Alors, virgule ou point virgule. Alors, moi, si mes souvenirs sont bons, input c'était avec virgule et c'était print qui était avec point virgule. Du coup, je vais revenir au bon vieux manuel. Vous verrez que j'aurais dû préparer ça un peu mieux. Hop. Alors, input, c'est bien point virgule et print. Et print. Ok, donc c'est moi qui ai fait une erreur, effectivement. Ici, c'est un point virgule. En fait, permet juste de parvenir à la ligne, mais pour moi, tu dois lui dire print. En fait, normalement, un virgule sert aussi à faire de la concaténation pour le print. Par contre, ici, là, le point virgule, c'est bien le séparateur après le input. Et si par exemple, je voulais faire une saisie dans deux variables, il y a la possibilité de faire virgule, deuxième variable, réponse 2. Voilà. Bon, ça fait partie des petites subtilités du basique qu'il faut maîtriser.
Alors, run. Ah ouais, bon, effectivement, il doit y avoir encore une erreur. Edit 20. Bon, bah décidément, c'est censé être basique, pas subtil, ouais, effectivement. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, petite instruction qui est bien pratique aussi, qui s'appelle CLS. Donc, du coup, essayez de me comprendre. Autre chose, en basique sur un Amstrad CPC, on a la possibilité de travailler en 80 colonnes sur 25 lignes. Ça s'appelle le mode 2. Salut pif! Hop, donc là, vous voyez, ça va s'afficher en plus petit. Et si je fais liste, c'est pratique, on voit tout le programme qui s'affiche. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 40. Hop. Là, ce que... Ah, voilà. Vous comprenez maintenant où est mon erreur? En fait, j'avais fait ce qu'on appelle une petite faute de frappe. Tout simplement. J'avais écrit Repens. Voilà. Tout simplement. Bravo GRS12, tu l'avais trouvé aussi. Donc, c'est là que le mode 2 est pas mal parce que finalement, c'est quand même beaucoup plus lisible. Et là, on touche du doigt. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le basique est vraiment fait pour être interprétable quoi qu'il arrive. Dans certains langages, vous avez ce qu'on appelle un compilateur qui va vous dire ah ben là, votre variable, vous devez la déclarer. En début de programme, par exemple, me préciser le type et tout ça. En basique, non. Vous pouvez commencer à utiliser une variable sans même l'avoir initialisée, sans l'avoir déclarée. On s'en fiche. Et donc, à cause de ça, ben, forcément, le basique, il peut pas savoir que quand vous avez tapé repense, c'est une faute de frappe. Voilà. Donc du coup, vous voyez, il y a des facilités d'apprentissage, mais on peut aussi, du coup, à cause de cela, passer à côté d'erreurs, parce que, bon, ben voilà, le basique est quand même très permissif. Donc là, du coup, si je refais je refais un list, là, on peut voir que, du coup, ça devrait mieux marcher. Si je fais run, comment t'appelles-tu? Eric, hop, comment ça va mon gars? Eric, comment t'appelles-tu? Et voilà. Voilà, voilà. Bon, merci Pif d'être passé quand même. C'est gentil. Alors, heureusement que t'as pas vu tous les problèmes de son que j'ai eu tout à l'heure, tu aurais crisé. Ouais, Pif, c'est celui qui m'a appris à régler mon son. J'étais très content, ça marchait très bien. Et puis voilà, premier stream, paf, tout est à refaire. C'est comme ça. Bon. Salut Jérémy, comment vas-tu? Alors, maintenant, je vois que la chatroom déborde en bas. Ah oui, effectivement. Bon, ben il y a encore des petits trucs à revoir. Hop. Merci Pif pour ton perfectionnisme. Hop, chat Twitch. On corrige ça en live parce que voilà. Tic. Ah. Et voilà. Comme on dit, ce sont les aléas du direct. Bref. Donc du coup, maintenant on va faire autre chose. On va analyser ce qui a été saisi pour vérifier que on a rentré une valeur.
Donc, du coup, on revient à l'émulateur. Là, on va remplacer le goTo10 par if réponse, donc if si, hein. Hop, égale rien, une chaîne vide, zen, et bien on retourne directement à la ligne 30. À la ligne oui, 30. Et sinon, ben on va dire print bonjour point virgule réponse dollar. Donc je refais liste. Donc vous voyez que là maintenant mon programme il va pas boucler. Donc là par exemple mon 20 ici on va le corriger aussi. Hop. Alors edit sans ligne ça sert à rien. Ah, j'ai trouvé un bug dans Caprice 32, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps la touche D se bloque. C'est pas très malin, mais je sais pas pourquoi, et la seule solution que j'ai trouvée à ce moment-là, c'est de fermer l'émulateur et de le relancer. Donc on va faire autrement. Hop. Il y a une fonction dans l'émulateur Amstrad, enfin dans l'Amstrad CPC, c'est une fonction qui permet de copier une ligne. Et donc, du coup, quand on copie une ligne comme ça, et qu'ensuite on fait entrer, là, ben vous voyez, hop, ça la... Alors c'est une fonction qu'on peut faire avec Shift et la flèche pour détacher un curseur, un second curseur qu'on dirige avec Shift et les flèches, et ensuite on copie en appuyant sur la touche copie du CPC. Donc sur un émulateur comme Caprice 32, ben, c'est avec la touche Alt. Voilà. Faudrait que je fasse un petit rapport à l'auteur de Caprice Forever pour essayer de lui montrer comment ça arrive. Donc là, du coup, on peut voir que le programme il est prévu pour faire une saisie où on va récupérer le nom de la personne, du moins ce qui va rentrer, et tant qu'il n'aura pas saisi quelque chose, on va boucler indéfiniment sur cette boucle de saisie. Donc on fait run. Et donc, comment t'appelles-tu? Je m'appelle pas. Il reboucle, il reboucle. On peut s'apercevoir aussi d'une chose, c'est que là, avec mon input, comment t'appelles-tu, point d'interrogation, il m'affiche 2 points d'interrogation. Ça aussi, c'est un petit truc que j'avais oublié de dire. Input rajoute automatiquement le point d'interrogation. Bon, c'est comme ça, c'est une des bizarreries du basique de l'Amstrad CPC. Moi, ça me paraît pas très logique, mais bon. Donc du coup, je vais corriger aussi le programme pour enlever ce point d'interrogation. Donc, je m'appelle Eric. Voilà, bonjour Eric. Voilà, voilà. Donc, quand on met une virgule, il génère beaucoup d'espace comme ça. Il me semble que c'est avec un point-virgule qu'on a plus problème. Donc, hop, edit. Ah, toujours, je peux... C'est quand même embêtant de ne plus pouvoir taper le D. Peut-être que plus tard, je mettrai autre chose que... Voilà. Donc avec un point-virgule, ça marche mieux. Voilà, voilà. Donc du coup, là, on a vu le goTo, on a vu le if, avec if then et else, qui est donc la clause pour le sinon. Et vous voyez que là, j'ai mis une instruction.
En fait, vous pouvez même mettre plusieurs instructions après votre zen ou après votre else en les séparant par des caractères 2 points. Voilà. Mais maintenant, vous avez quand même la limitation des 255 caractères. Donc, un des trucs aussi qui est très pratique dans les basiques, c'est de faire ce qu'on appelle une sous-routine qui va vous servir à être appelé de n'importe quel endroit de votre programme. Et ensuite, une fois que la routine est terminée, vous allez pouvoir revenir à l'endroit où vous aviez appelé la routine. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique et ça se fait avec l'instruction GoSub. Et donc, on va faire ça ensemble. Donc, mettons que, par exemple, à la place du else print bonjour réponse, voilà, je vais faire une routine qui va me faire... je vais la mettre en 100 par exemple. Et je vais faire en sorte que ma routine, elle fasse. Première ligne, elle fait CLS. Donc elle va effacer l'écran. Maintenant, je veux en 110, elle va me faire print bonjour, point virgule, réponse. Hop. Et maintenant, je veux qu'elle fasse, maintenant, elle a terminé, elle va revenir à l'endroit où elle a été appelée. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais appeler ma routine. Donc là, ici, au lieu de faire print bonjour réponse, je vais faire GoSub 100. Alors vous voyez là, il y a quand même un truc, si je fais mon programme, c'est qu'une fois que j'ai passé ma ligne 40, il va quand même appeler ma méthode, ma routine ici. Donc là, en général, ce qu'il faut faire, c'est soit on va provoquer la fin du programme, soit on va continuer, on va dire, comme boucle. Donc moi, je vais dire que pour l'instant, on revient au début. Voilà. Et là, je fais run. Ah oui, j'ai pas corrigé le input, c'est pas grave. Donc je m'appelle Eric. Hop. Et là, il a fait CLS, donc il a effacé l'écran. Et il revient au début.